Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Et du coup, je partage l'écran. Et du coup, là, je sais pas, ah oui, comme ça marche quand même. Et là, normalement, ah mais si, je vois quand même. Oui, on voit. C'est merveilleux. Okay. C'est fantastique. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour cet accueil chaleureux. Merci à Pauline et Jem pour cette invitation à parler dans ce séminaire. Alors, je vais intervenir en anglais, puisque je présente un projet que je rédige actuellement en anglais. Donc, voilà pour les questions linguistiques. Et donc, je vais parler de ce projet sur Condé Nast, qui est en fait un projet d'ouvrage qui est actuellement en préparation. Donc, je passe à l'anglais. And let me start by saying that I am very glad to be here, to be sharing this research here. In a research unit that explicitly emphasizes interdisciplinarity as a heuristic concept and practice. And I know many of you have varied backgrounds and expertise and interests. And I want to stress that while what I am presenting today has somewhat the shape of a manuscript, and a manuscript that I hope to finish sooner rather than later, it's still very much a work in progress. And it is an interdisciplinary work that is rooted in interdisciplinary material. So I especially look forward to receiving feedback from all of you. So if I had to specify, I would say that this project is situated at the intersection of American studies, civilisation américaine, but as well cultural history, media studies, periodical studies, and to an extent, book history. And this manuscript project is based on my doctoral and as well postdoctoral research. And with it, I aim to propose a cultural history of an early media empire. So emphasis on the quotation marks, because this is to an extent a bit of a provocative moniker. So in the book, I'm interested in Condé Nast's transmedial and transnational cultural productions, and more specifically in its investment in the photographic medium across all such cultural productions. And additionally, my goal here is also to try and write a longer history of fashion magazine mechanisms, and to consider the illustrated press as a system, or perhaps indeed a crucible for ideology, for discourses, possibly, and certainly for images and image circulation. So I will dive in, as I should, with a picture. This picture is something that I somehow think about as an opening statement to the book. And at first sight, this drawing, this fashion illustration, seems to position the history of Condé Nast and the story that I would like to tell squarely within an economic history in which the fashion, press, and image industries are entwined. So this is the image that you have here of the fashion speculators. And indeed, I am interested in how several actors in the press, in fashion, and in the photographic trades worked towards creating value through the production and dissemination of a certain imagery. These processes entail both following trends and positioning an editorial production on a global market, if you'll allow me to stick with that metaphor for just a bit longer. Also, what I like in this representation is that you can see the importance of telecommunications and international telecommunications in order to create value. But that's not all I'm interested in. And I think what this image also shows is that appropriating certain practices, certain spheres, and here the stock market, imaging these spheres and practices and refracting them once they have been appropriated is what fashion magazines actually do. So fashion magazines engage in world making, and in the case of Vogue, they do so in order to promote and sell certain ideas, here a form of aspirational luxury.
But more concretely, though, the illustration here on screen also situates Condé Nast's history within history with a capital H, of course, because it was published in April 29, foreshadowing the economic crisis that was to arrive from October of the same year and to actually put Condé Nast in great financial difficulty. And so this impacted the group's strategy. There are many more things that I could say about this image. For instance, that it does comment, I think, on gender roles and on class dynamics, both topics foundational to the development of the Vogue brand. I could also speak about the fact that it is perhaps counterintuitively not a photograph, but a drawing by illustrator Jean Pagès, who was active in the interwar years and whose career unfolded through Vogue between Paris and New York. And I'm also interested in the history of fashion illustration and this kind of continuum from drawing to photography. I could also talk about something I find interesting in this picture, a trait of magazine which is often downplayed, which is humor, which I think is present here. But I propose to leave all of this for later, and we can discuss any of these threads in the Q&A if you're interested in them. But I will now proceed with a brief introduction of the Condé Nast Group. So Condé Nast Publications started out in 1909 when Condé Montrose Nast, who was formerly an advertising executive at Collier's, bought Vogue, which up to then was a New York Society Gazette. Immediately thereafter, so Condé Montrose Nast, who is the founder and the president of Condé Nast Publications, started expanding on several fronts. So he engaged in a form of horizontal expansion by developing complementary titles to Vogue. You can see here on screen, Vanity Fair, House and Garden, both acquired and recast in 1913. And then a bit later, actually you can't see that, but that's okay. Let's live with that. Glamour, initially Glamour for Hollywood, so initially a movie magazine that was launched in 1938, and that was the first original title to be started by the group. Pretty soon thereafter, Condé Nast also started launching national editions to its magazines. So here you can see the first wave of Vogue national editions. British Vogue started in 1916, French Vogue started in 1920, and a short-lived German Vogue running between 1928 and 1929. And Vogue wasn't the only title to have national edition, because it was also the case for House and Garden, first briefly in the UK in 1920, 1921, and then after the war, again in the UK, and from 1947, and then in France from 1951. Yes, sorry. Okay, no problem. Does that, yeah. Does that work? Yeah. Like this? Yes. I guess it's sharp. Yes. I can, yeah. Okay. Okay, great. Okay. So in all these cases, expanding on the part of Condé Nast meant exploiting a shared formula, a shared editorial formula, shared between all these magazines that had the same rationale and the same structural organization of content. But this formula was applied to different topics, so fashion for Vogue, for instance, and decoration for Harper's Bazaar. And the magazines were complementary. They were aimed at different audiences. For instance, Vogue was covering French haute couture, and Glamour was covering American ready-to-wear. And Glamour's subtitle was, for quite a while, the magazine for the girl with a job. And then the same editorial formula was also applied to different national, to woo different national audiences through the national editions.
what I'm interested in is also how this formula spread beyond magazines and across a whole range of print, so to speak, because Condé Nast started producing supplements and books in different genres and formats, and even occasionally operated some incursions in other media. That's what you can see here with the Paris broadcasts in the 1930s, and a film, a lost film, actually advertised in the December 1933 Paris Vogue issue. So I've never found the film, but we have to trust it existed. But the most significant investment on the part of Condé Nast was really in print. And first in line, in what I call a print nexus, would be these so-called pattern books, which are actually not books, but periodicals. They were typically published quarterly, and distributed patterns stamped with the name Vogue. It's currently in the process of being well documented that Conde Montrose Nast, when he bought Vogue, was actually interested in this very successful patterns department. So that's an important development. And from this model, Conde Nast also developed some beauty books. Here you have some examples. So that started in the 1930s and continued for a very long period of time. These were yearly supplements collecting key articles to highlight current trends in the cosmetic industry. And they were also distributed in different countries with some variation in content. Still along the same lines, but a bit of a different format. Condé Nast also started publishing aspirational practical books and how-to manuals. Initially in the 1920s and 1930s, but also onwards. As you can see, for instance, Vogue's book of smart dressmaking was re-edited regularly throughout decades. And you can also see how these practical books repackaged some of the magazine, all content from all of the magazines. So what followed suit would be coffee table books, so books that are large in size and lavishly illustrated in high quality printing. And these represent really only a small fraction of Condé Nast's outputs, but they're nevertheless essential in this constellation, as they indicated what images were to be preserved, further reused, and consequently memorialized. And relatedly, they paved the way for what visual histories were to be written with the said images. And I will get back to that. Then in the post-war period, really, Condé Nast really invested into more directly functional ephemera. So you have many examples here: social diaries, books of menus, and poster books, and there's many more. These were published under a dedicated imprint within the group Condé Nast Books. The coffee table books were published in collaboration with established publishers, so that's a difference. But what I find interesting is that all these ventures allowed for content reuse. So they did represent as many ways to repackage and bundle, in the expression of Faye Hamill and Hannah McGregor, content for different audiences and or internationally. But I would also like to argue that these objects were conceived with the objective of spreading into ubiquitous ordinary uses and in reader viewers' everyday lives. This is made particularly evident when we look at something like trade edition supplements that were addressed at retailers, manufacturers, and advertising executives, and that bear traces of the merchandising developed by and around Vogue to spread its brand. So these supplements outlined entire setups in which such merchandising objects could be put to work. And we can also see here in the photo that they actually were, right? They actually were displayed generally in stores. So what this amounts to, what this shows, is how Condé Nast put in place a very wide-reaching system that centralized content,
and then redistributed it across media and countries in various outputs and formats, in effect enacting a branding strategy, relying precisely on the reuse and massive circulation of content, in particular illustration and especially photographs. Towards demonstrating the centrality of photography to the Condé Nast enterprise, we can also take a look at its processes of vertical expansion or integration, which similarly developed around images. So Condé Nast acquired a printing press in the 1920s in Greenwich, Connecticut, and it set up photo studios in Paris and New York. These were both a space for the editorial photos to be made. They also provided service to the group's advertisers. And importantly, Condé Nast also set up a picture collection which stored its images for future reuses. Images are still archived there. They're still drawn upon today. And I would like to underline how establishing an archive is unusual for press companies, right? That typically operate in a very ephemeral temporality and do not typically preserve their material. So my argument here is that the reason why images gain such an importance within the Condé Nast Corporation is because they represented the shortest, surest, and most spectacular path to distinction on the market. Fashion magazines, to appeal to readers in their reporting on fashion news, they had to develop distinctive visual styles, so to differentiate themselves from their competitors. And that's why Condé Nast's strategy revolved around first exclusivity. So no picture producers, be they photographer or editors, could work at the same time for Condé Nast and for a competitor, and that is explicitly stated in their contracts. And the second element of that strategy was really bolstering photographers' style, whose recognizability and in turn recognition ultimately profited the magazine and the group. And that's why I'm referring to the interlocking of form, format, and style within the Condé Nast system. And that's also why the book focuses on the group's investment in photo productions. Now, reuses of content, such as the one I've described through the print nexus, are a key feature of periodical and print cultures, right? It's nothing new. It's well established for 19th century print cultures. It's foundational for periodicals throughout time, as shown, for instance, for the 19th century in the work of Laurel Brake or Mark Turner. But what is specific to Condé Nast is how it kept everything in-house under one umbrella within one brand. So rather than entering into a business agreement to redistribute content internationally by selling its picture to local magazines to be then distributed onto other geographic market, and that's something that was very commonly done, right? Even before photography, fashion plates were highly tradable commodities. Instead of doing this, Condé Nast launched its own titles, its own national editions, and it was one of the first to do so, and then expanded across a range of print to retain control over these images. And that's why I think Condé Nast is an important case in the history of the press and the history of culture. And as a consequence, the Condé Nast model was able to spread far beyond the typical, reader that we may imagine for Vogue, and to reach into audiences much broader in terms of class, gender, race, etc., than its imagery leads on. So I think this is where the book's intervention lays, not so much in exposing the ideological, to come back to this, discourses developed by fashion and by the women's press that Condé Nast did take part in disseminating. I think these discourses have been pretty well chartered already in the literature on fashion photography, on fashion magazines, and more generally on women magazines. Here you have on screen the work of, for instance, Rebecca Arnold, Agnes Rocamora in fashion studies, Jo Hermes, Rachel Ritchie, and more from the side of media studies. And these were also all
kind of go back to the work of cultural scholar Angela McRobbie, and more generally to the feminist critique and post-feminist answers to the critique of women's relationship with media. And these are all fruitful approaches that the book discusses, right? But rather, what I think it contributes is a study of how such a dissemination of ideas was enacted. And I look at this through a double lens. So on the one hand, I want to focus on the circulation of content across space and across spaces. And here I go back to this idea of the Condé Nast model of expansion, which allowed through various media to spread the same pictures. So again, we're talking about content reuse, to republish them, to recirculate them across cultural context, meaning that Condé Nast's visual discourses cohered around style reach at the same time New York socialites and Middle America, as well as British, French, but also Italian or South American audiences through national editions. And on the other hand, so this is another example of reuses. But on the other hand, I focus on the circulation of photographs in time. And here, through exclusivity and a rather aggressive copyrights policy, Condé Nast ensured that reuses unfolded similarly within one company, under one name of which it retained control, which allowed for the group to develop a discourse about its own intervention in the field of culture and society. Establishing its authority through style and branding, again across media, Condé Nast was able to selectively inscribe certain visual discourses around beauty, art, and taste. But so this leaves me with a mass of material. And to conclude, I want to say a word about how I have organized it in the following chapter structure. Also, I want to say a quick word about how the notion of ideology plays out concretely in these chapters. So the book is organized chronologically. It starts with the 1920s and tackles chapter one that tackles Condé Nast's first phase of expansion, so broad with the early national editions that I've shown you. And I also argue that the Condé Nast model was at core premised on mobility, mainly on account of Vogue's entanglement with the fashion industry, which by the beginning of the 20th century was already an international trade. But I'm looking as well at how Condé Nast expanded even this early on by developing a range of services that materialized the magazines in reader viewers' everyday lives. In chapter 2, set in the 1930s, I explore Condé Nast's photographic studios in Paris and New York. This is a chapter more squarely centered around photographs and on how the international system of their production weighed on their content. The photo studio, I think, represented nodes in a network of actors, so from the press, business, publishing spheres, with important intermediaries such as agents, editors, artists, but also translators, socialites playing a key role in the negotiation of a truly transnational body of works, which entered in tension with increasingly nationalistic contexts in the period. So I kind of jump over the war in the book, and chapter 3 is set in the late 1940s and studies how photographs and fashion were increasingly bound into a post-war system of visual seduction, relying on world making in the pages of magazine and its satellites, which I've shown before. So perhaps this is the more clearly ideological or chapter that deals more clearly with ideology, in particular in that there is a strong political and particularly diplomatic dimension to this process of reconstructing the fashion trade in the immediate post-World War II years, particularly through creating desire in the context of American mass consumerism. And this desire was initially bolstered in many forms and formats that leverage the global and the local levels of reception altogether.
In chapter 4, I investigate practices in actors such as photographer, editors, art directors, assistants, etc. So actors of the photographic production in the 1950s. And I look at fashion photography as a collaborative product, examining the power relation presiding over not so much their realization, because again, that's something that's pretty much well explored. But to me, more importantly, I look at how these power relations preside over the hierarchization of the mass of images produced for the many media within the Condé Nast constellation. And chapter 5, in turn, argues that the way Condé Nast was able to brand itself and to reinstate, ultimately, its magazine's authority on culture, which was unsurprisingly very much challenged in the 1960s, was by creating and assigning value to the different types of images that circulated continuously through these constellations. This attribution of value crucially influenced some images' afterlives. And chapter 6 looks at the ideological implication of a strategic turn on the part of Condé Nast towards the art world as a site of legitimation. And chapter 6 also looks at how this turn enacted a selection in the images allowed to circulate in and engage with the public sphere. And this takes place in the 1970s as photography was being legitimized in museums and on the art market, and as fashion houses developed into international corporations, both processes into which Condé Nast had a hand. So I'm going to stop there. I'm very much looking forward to your comments, impressions, ideas, and I thank you very much for your attention. Thank you very much, Alice. This was absolutely fascinating. I'm sure there are lots of questions. I've stored mine very carefully because traditionally we move on to the second presentation and then try and cross and mix the questions. So it's a bit of a challenge because you need to remember what we said half an hour before, but we hope there'll be lots of interaction between the speakers. Thank you very much, Alice. Thank you. And so now we move on to listen to Julie Moméja, who will reintroduce. Must get hold of the next presentation. So it's ready. Non, non, tu peux la filmer. C'est pas le tout. Ah oui, d'accord, pardon. Alors, ça, c'est là-dessus. Hop, on retourne là-dessus. Oui, c'est bon. D'accord. Merci. Donc, Julie, on n'a pas de personne, il faut juste que je fasse le partage d'écran. Voilà. Julie Moméja est l'une de nos collègues titulaires au laboratoire IDEA. Elle travaille sur la cyberculture, comme je le disais tout à l'heure, les médias et la Silicon Valley en particulier, avec toute cette constellation assez fascinante. Et donc, Julie effectue de nombreuses missions régulièrement en Californie, en particulier, pour poursuivre son travail d'archives. Et donc, nous l'entendons avec grand plaisir aujourd'hui parler de cette techno-utopie libertarienne. Il y a beaucoup de résonance aujourd'hui. Pour le... Merci Stéphane et merci à tous les trois pour cette invitation. Je suis ravie de présenter mes travaux aujourd'hui, travaux en cours, toujours vu que je continue d'explorer ces thématiques. Donc cette communication propose d'aborder les idéaux premiers
du cyberespace et d'analyser comment, dès la fin des années 1970 et dans un contexte donc de révolution sociale et technologique, l'ordinateur personnel donne accès à ce que j'appelle une techno-utopie, au travers d'une quête d'autonomie individuelle qui se veut sous forme de self-help et de do-it-yourself. Ce faisant, donc, et dans une logique libertarienne qui est issue de la contre-culture des décennies précédentes, les espaces de discussion en ligne qui voient le jour dans les années 1980 dans la baie de San Francisco donnent à voir la formation de nouvelles communautés qui défendent la liberté d'expression en ligne, qui est garantie hors ligne par le premier amendement à la Constitution ratifié en 1791. Plusieurs études de cas. Alors, est-ce que ça veut bien changer de slide? Non. Juste répéter dessus parce que ça a bougé. D'accord. Ça fait bouger. Ça... Voilà, merci. Plusieurs études de cas telles que The Well, fondée en 1985, ou encore les Usenet Alt Groups, donc créés sur le réseau Usenet en 1987, vont me permettre d'aborder l'influence de la contre-culture, de l'anarchisme et du libertarianisme sur ces premiers réseaux, où on a des espaces alternatifs de discussion qui permettent, dès lors et à petite échelle, de repenser les relations sociales et de contourner aussi la censure présente dans l'espace hors ligne, qui est jugé trop conservateur par ces pionniers du cyberespace. Ces études de cas, elles prennent appui donc sur des travaux de recherche menés sur le terrain en civilisation américaine et en sciences de l'information et de la communication, les plus récents remontant au mois dernier, et avec notamment des rencontres et des entretiens que j'ai conduits auprès des pionniers de la contre-culture et de la cyberculture. Cette présentation, elle revient donc sur ces idéologies historiques du cyberespace, afin de mieux saisir ces évolutions contemporaines, de même que les controverses et les enjeux qui animent ce que le sociologue des médias Manuel Castells a nommé société en réseau dès les années 1990 avec l'avènement du web. On remonte dans un premier temps aux années 1990. En 1996, John Perry Barlow, qui est parolier des Grateful Dead, un groupe de rock psychédélique emblématique de la contre-culture de San Francisco, mais qui est également propriétaire d'un ranch dans le Wyoming et cofondateur de l'Electronic Frontier Foundation, qui est une organisation qui lutte pour la protection des droits des citoyens en ligne depuis 1990. Publie une déclaration emblématique du cyberespace intitulée Declaration of the Independence of Cyberspace, dans laquelle il dit notamment Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. À travers cette déclaration emblématique de la cyberculture, Barlow démontre que les technologies numériques, dans les années 90, ont cessé d'être des emblèmes de la bureaucratie et de la recherche militaire américaine pour devenir, au contraire, des outils démocratiques d'empowerment et de résistance depuis les marges et offrant un nouveau type de média que l'on pourrait qualifier de cool, pour reprendre ici Marshall McLuhan. Et dans la définition de McLuhan sur ces médias cool, c'était des médias qui étaient modulables, qui étaient do-it-yourself, donc fait maison, bidouillés par ces hackers et ces geeks passionnés d'informatique. Un média cool qui a donc construit sa propre culture, qui est cyber, qui est en dehors des censures du monde hors ligne,
et qui, donc, dans cette vision techno-utopique de Barlow, est devenue une idéologie à part entière. Un système numérique qui est décentralisé, qui doit alors continuer de résister aux lois et aux réglementations de l'État fédéral, promouvant ainsi le droit fondamental à la désobéissance civile. On est en plein dissent ici, face à un pouvoir centralisé qui est jugé liberticide. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans les années 1990? L'État fédéral, il cherche à reprendre la main sur ce que Pierre Musso appelait un territoire augmenté qui lui échappe. Il va chercher à légiférer, notamment la diffusion de la pornographie sur Internet, notamment auprès des mineurs, avec le CDA, le Communications Decency Act de 1996. Et donc, pour Barlow et pour de nombreux libertariens de ce monde virtuel, le CDA, il vient mettre un frein à la liberté d'expression qui est donc pourtant garantie par le premier amendement de la Constitution américaine qui protège l'individu de tout gouvernement, qu'il soit fédéral ou bien qu'il soit local. Au travers de sa déclaration, qu'il rédige dans un lieu qui est pourtant bien physique, celui du sommet de Davos le 8 février 1996, John Perry Barlow fait état d'une séparation véritable, infranchissable, entre le cyberespace et le monde hors ligne. L'État américain, c'est devenu le symbole d'un monde ancien et il apparaît comme illégitime pour légiférer sur ce cyberespace qui, à l'image des communautés techno-rurales des années 1960 et 1970, se pense donc en marge de la société de masse. Et on pourrait dire qu'il est perçu comme une zone libre qui est autonome, rappelant la notion de zone autonome temporelle de Taz, telle que décrite par Hacking Bay en 1991. On peut dire que ce cyberespace, il devient donc un refuge utopique où la souveraineté gouvernementale des nations hors ligne n'a aucune prise. Il donne à ses habitants la possibilité de créer un réseau de communication entre individus qui sont dispersés de part et d'autre des États-Unis et du monde, et ainsi de faire circuler l'information, celle qui doit permettre de donner le pouvoir au peuple en le prenant donc aux mains des puissances étatiques. D'un point de vue moral, la réaction contestataire de Barlow à ce CDA, elle peut paraître étrange parce que, encore une fois, ce texte, il vise premièrement à réguler la circulation de pages à caractère pornographique auprès des plus jeunes. Mais on peut dire que Barlow, il reste dans cette logique libertarienne, même si il clarifie néanmoins sa position en estimant que cette loi, elle risque en fait de figer le statut des fournisseurs de services et hébergeurs en ligne. Donc, s'il défend le droit fondamental à la liberté d'expression, il explique aussi très clairement en parallèle qu'en cas de manquement moral d'un individu en ligne, les membres de ce même espace, de cette communauté, seront les personnes les plus à même de faire justice eux-mêmes dans un cyberespace qui, en prenant de l'ampleur, apparaît néanmoins comme un Far West difficilement contrôlable. Selon Barlow, donc, ce cyberespace évolue véritablement comme un monde à part, avec ses propres règles, avec sa propre justice. Et on a ces citoyens du cyberespace, avec le terme netizen qui apparaît pour la première fois dans le magazine Wired en mars 1996. Et donc ces netizens, ils nous donnent à voir l'image d'un mode de vie alternatif et totalement utopiste. Utopiste car, à l'inverse de ce que peut laisser entendre Barlow dans son discours, ce cyberespace libre, autogouverné, avec son propre contrat social, eh bien, il est loin d'être homogène.
Et comme l'explique Camille Palloc-Bergès, le discours de Barlow, il procède, je la cite ici, comme si la multiplicité des territoires numériques se résumait à un grand espace commun dont il faudrait protéger l'unique frontière, celle qui la séparerait des mondes non numériques et de leurs contraintes légales, économiques et politiques. Pour conclure cette partie, Barlow il nous donne donc à avoir un cyberespace qui serait dépourvu de ce que Musso nomme son caractère d'être hybride, mettant de côté ses qualités techniques et naturelles pour s'intéresser uniquement à ses formes sociales, à ses formes culturelles et puis aussi symboliques. Et c'est ce fantasme qui va servir cette utopie communautaire et pionnière de la frontière américaine originale, celle sur laquelle repose notamment l'organisation Electronic Frontier Foundation, donc une organisation que Barlow a cofondée en 90. Et donc, au-delà de cet aspect narratif, on a cette idée de vouloir fédérer un espace en ligne au sein d'une communauté d'intérêt qui, selon lui, est donc à même de mieux faire face aux intrusions des autorités gouvernementales hors ligne. Et on va donc maintenant s'intéresser à plusieurs communautés d'intérêt parce que c'est bel et bien à travers ces communautés d'intérêt que s'est accélérée l'expansion et la démocratisation du cyberespace. Ce cyberespace, il naît avec les premiers échanges entre ordinateurs personnels et donc de manière accessible au public dès le début des années 1980. Et pour beaucoup, ce cyberespace, comme on le voit avec Barlow, il vient répondre aux attentes déçues de la contre-culture des années 1960 et 1970. Dès les années 1970, on assiste ainsi à cet idéal d'une informatique qui est libératrice, qui est do-it-yourself, qui est personnelle et qui vient trouver sa place au sein des foyers américains en l'occurrence. Plusieurs exemples ici de publications et de couverture de magazines et d'ouvrages. Ici, donc, premier exemple, Computer Lib, Dream Machines de Ted Nelson en 1974, où là, on a véritablement cette idée d'un ordinateur libérateur. Et d'ailleurs, donc c'est un ouvrage qui se lit dans les deux sens. On peut aller d'une couverture et retourner le livre et avoir un deuxième livre, Dream Machines, de l'autre côté. Et donc Nelson le note ici, New Freedoms Through Computer Screens. Donc on a cette idée de la liberté à travers l'écran d'ordinateur. Autre exemple ici, ça va être l'Altern 8800 qui va être un des premiers kits d'ordinateur à rencontrer un franc succès et notamment à travers des groupes de hobbyistes, de geeks de l'époque qui se réunissent au Homebrew Computer Club. Donc là, on est en plein dans la Silicon Valley. Ces premiers groupes se retrouvent à Menlo Park notamment. C'est là que Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, se rendra pour présenter un tout premier Apple. Et donc, on a ce premier rendez-vous autour de cette Alter 8800 qui a été présentée dans le magazine Popular Electronics en janvier 1975. Et donc, premier rendez-vous du Homebrew Computer Club au mois de mars 1975, autour de cet ordinateur notamment. Autre couverture ici, une petite sélection de saisons, Thanksgiving et Noël, donc couverture du magazine informatique Interface Age, 1976-1977. Là, vous le voyez, l'ordinateur est vraiment dans le foyer. On le retrouve au milieu de la dinde et du maïs, ou encore sous le sapin de Noël.
publicité pour Apple, donc 1977 avec l'Apple II. Et puis là, énorme succès du Macintosh en 1984. Là aussi, bon, j'ai pas le temps d'en parler, mais la publicité vidéo emblématique d'Apple en 1984, c'est cette publicité réalisée par Ridley Scott qui va être diffusée pendant le Super Bowl. Et là, on a cette idée de l'ordinateur qui vient libérer les masses avec des allusions à Orwell et à 1984 avec un Big Brother qui dirige les foules. Et Apple va jouer ce rôle salvateur auprès des populations. À partir du milieu des années 80, donc l'espace virtuel auquel ces ordinateurs miniaturisés enfin donnent accès, et depuis son foyer, donc, devient cette nouvelle frontière sur laquelle vont se porter les espoirs libertariens qui n'ont pas su perdurer dans le monde hors ligne au travers d'une coévolution homme-ordinateur personnel en réseau. Cette machine ordinateur, ce n'est plus celle issue du système militaro-industriel de la guerre froide, ce n'est plus celle qui écrase l'individu, mais c'est au contraire une machine qui donne l'occasion de s'exprimer au travers d'un média qui possède une ampleur et une rapidité jusque-là jamais égalées, et auquel le plus grand nombre peut enfin avoir accès. On assiste donc ainsi à une véritable révolution, tant sur le plan technologique que sur le plan social, mental, intellectuel, parce qu'il est désormais possible de faire circuler l'information au travers d'un émetteur-récepteur qui est donc accessible à tous. Cette filiation avec la contre-culture libertarienne, mais aussi psychédélique, elle est d'ailleurs confirmée par Stewart Brand, sur lequel je reviendrai ensuite, et qui donc en 1995, à travers un article publié dans Time, avec pour titre We owe it all to the hippies, dit The counterculture scorn for centralized authority provided the philosophical foundations of not only the leaderless internet, but the entire personal computer revolution. And a tiny contingent, later called hackers, embraced computers and set about transforming them into tools of liberation. Donc, on a encore cette idée de libération qui est présente jusqu'à cette période même des années 90. Et donc, pour revenir sur Brand, il appartient à la fois aux sphères de la contre-culture et de la cyberculture. Il a notamment fait partie du collectif d'artistes multimédia USCO dans les années 60. Il a fait partie de la bande des Merry Pranksters de Ken Kesey, auteur de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Il a aussi été parachutiste dans l'armée américaine. Il a étudié la biologie à Stanford, dont il sort diplômé en 1960. Et en 1968, il publie le tout premier Whole Earth Catalog, qui est un catalogue où sont évalués des objets, des outils, des livres, tout ce qui pourrait être nécessaire à une vie en autonomie, parce que beaucoup sont partis dans la campagne, dans les déserts, pour vivre l'idéologie contre-culturelle au maximum. Et donc, 3 ans plus tard, en 1971, le catalogue reçoit le National Book Award. Brand, c'est un de ces pionniers passerelles donc, entre contre-culture et cyberculture. En 1968, donc la même année que lorsqu'il édite le premier exemplaire du catalogue, c'est lui qu'on retrouve derrière la caméra lorsque Doug Engelbart fait la toute première démonstration de la souris d'ordinateur à San Francisco. Donc déjà à cette époque, il a un pied dans le monde hippie, entre guillemets, c'est un côté péjoratif que je n'aime pas trop, mais dans le monde contre-culturel, mais aussi dans le monde informatique. Donc il est là lorsque, pour la première fois, on assiste à une démonstration de la souris. Il est aussi
plusieurs années plus tard, en 1984, aux manettes de l'organisation de la première conférence des hackers, qui réunit donc ces férus d'informatique. 1985, il cofonde The Well avec Larry Brilliant. Et cet exemple du Well, donc, où si on développe l'acronyme The Whole Earth Electronic Link, ça se veut comme étant le prolongement numérique donc, du Whole Earth Catalog. Et ça nous donne à voir la résurrection en ligne de ces communautés techno-rurales et leur coexistence donc entre un monde à la fois en ligne et hors ligne. On a donc des expériences sociales nouvelles qui vont venir inverser les processus de rencontre des membres de cette communauté virtuelle qui vont se rencontrer tout d'abord en ligne avant parfois de se rencontrer dans le monde physique également. Pour Howard Rheingold, qui est un des membres du WELL et qui est un spécialiste des technologies, ce que recherchent Brand et Brilliant, c'est de créer un vehicle for social change. Donc, on a vraiment cette idée de changement social, de changement au niveau des interactions sociales. Et le WELL va donner ainsi à ses membres l'accès à un outil de communication à travers un bulletin board system et grâce auquel donc les membres peuvent communiquer par message électronique, une fois leur terminal relié à un modem, et puis une fois aussi après avoir payé un abonnement pour faire partie de cette communauté. En 1993, Ringgold nous explique qu'il y a 60 000 systèmes de bulletins électroniques en opération aux États-Unis. Et chacun de ces bulletins, donc de ces BBS, peut gérer à l'époque plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de participants. Et on est 14 ans après leur lancement en Californie. Sur le Well, chacun est libre de créer un sujet de discussion avec les autres, peut contribuer à sa guise à des discussions en cours. On est sur un système de forum. L'année de sa création, donc en 1985, on a 700 membres et puis 3 ans plus tard, ils atteignent 3000 utilisateurs. Et comme l'explique Fred Turner dans son ouvrage From Counterculture to Cyberculture, the Well became a place to exchange the information and build the social networks on which their future employment depended. On se retrouve là aussi avec cette idée d'un idéal communautaire virtuel et cette idée que les membres vont laisser leur corps derrière, une séparation du corps et de la participation en ligne. On a donc cette idée d'une désincarnation, d'un disembodiment de l'individu qui, dans cet idéal, est censé contribuer à favoriser la liberté des échanges. Naît alors une nouvelle forme de socialisation au travers d'un écran ordinateur protecteur qui remplace partiellement le rôle de l'enveloppe corporelle. Et qu'il soit question de maladie, de conversation autour du groupe Grateful Dead, ça revient beaucoup, de discussions autour de la famille, des enfants, de la sexualité aussi. Les discussions du Well, elles offrent un très grand éventail de sujets de conversation et elles permettent à ces membres de communiquer et de s'exprimer donc librement. Avec là aussi cette idée d'une régulation par les membres. Parce qu'un des principes du Well, c'est le yo-yo, you own your own words. Donc il y a cette idée qu'on est responsable de ce qu'on poste, de ce qu'on publie, et on est dans un système communautaire où on a cette autorégulation. Valérie Schaeffer, qui est spécialiste des médias, le rappelle, et je la cite ici, « Une influence contre-culturelle plane dans plusieurs réseaux et pas seulement dans The Well.
de FidoNet, un autre réseau, donc son créateur Jennings note que le design reposait explicitement sur des principes sociaux anarchistes. Et donc ce mouvement anarchiste, c'est aussi celui dans lequel s'inscrit notamment John Gilmore, qui se situe, lui, entre anarchisme, libertarianisme et contre-culture. Grâce au réseau Usenet, dès 1987, Gilmore va mettre en place avec l'informaticien Brian Reed son propre territoire augmenté, libertarien, qui se veut donc être un espace alternatif, contre-culturel et en ligne. Et ça, c'est issu d'un entretien que j'ai réalisé avec lui, où voilà, il explique il explique comment cette branche de Usenet a permis donc d'étendre cette liberté d'expression, ce droit à la désobéissance civile dont il se réclame et dont il bénéficie en tant que citoyen. Parce que les administrateurs originels des groupes Usenet refusent de discuter de certains sujets litigieux, tabous, Gilmore et Reed comprennent qu'ils doivent eux-mêmes créer des espaces de discussion libres, loin des carcans imposés donc, par une société jugée liberticide. Et cet exemple de Gilmore et des Outgroups nous donne à voir un prolongement donc, de la sphère publique, démocratique et contre-culturelle, vers un territoire connecté en ligne, un réseau rhizomatique intangible, qui est à nouveau implanté, ceci dit, dans le terreau physique et géographique qu'est la baie de San Francisco, qui est cette frontière de la Barbary Coast, avec une portée technique. Pour conclure cette présentation, voilà, on voit que des années 70 à 90, on assiste à cette construction d'une idéologie qui est portée par des pionniers utopistes libertariens, voire anarchistes pour certains. Au fil des ans, l'ère de l'information des années 80 et 90, telle que décrite par Castells, a évolué pour devenir ce que Divina Frumegs nomme une ère sibériste, avec la diffusion en ligne d'informations qui ont des répercussions sociales tangibles dans le monde hors ligne. Mais on assiste également à ce que j'appelle une ère de la désinformation, durant laquelle la propagation de messages et de contre-vérités en ligne entraîne des répercussions hors ligne bien réelles, majeures, sociales et politiques. La distinction entre territoire géographique et cyberespace, elle semble donc s'être amenuisée, tandis que l'intégrité de l'information disponible en ligne vient à présent mettre à mal la stabilité des démocraties à travers le monde. Alors que le cyberespace défendu par ses pionniers devait viser à accroître et à soutenir la démocratie, et plus notamment donc veiller au respect de la Constitution américaine en ligne, l'ère de la désinformation, accélérée par le pouvoir exécutif américain lui-même, notamment depuis les élections de 2016 et la première victoire de Trump, laisse donc place à un déluge de fake news ou d'infox qui viennent secouer les médias traditionnels et les institutions démocratiques. À cet égard, Divina Frumegs note un décalage entre médias de masse issus du Web 1.0, donc de la période 1990-2004, et médias sociaux du Web 2.0 depuis le début des années 2000. Les premiers, donc, symboles d'une information vérifiée, tandis que les seconds accusent les médias de masse de porter un point de vue de l'élite et de ne pas présenter celui de la base. Une base grassroots à qui le cyberespace a donné la parole, mais qui, mal informée, est devenue incapable de discerner le vrai du faux et adhère à des théories inexactes ou des alternative facts, pour reprendre le terme utilisé et popularisé à la télévision américaine par la conseillère du président américain, Kellyanne Conway, qui, après l'investiture de ce dernier en 2017,
a utilisé donc ce terme face caméra, maintenant que la foule présente à l'investiture du nouveau président était plus importante que celle de son prédécesseur, Barack Obama, malgré des faits prouvant le contraire, comme le lui avait rétorqué le journaliste qui l'interrogeait. Cette expression de fait alternatif n'est pas sans rappeler celle des groupes alternatifs, à la différence que ces derniers visaient à la diffusion d'informations jugées alternatives, car tabous, dans la société mainstream et non à la diffusion de vérités alternatives. Pour terminer, nous sommes donc ainsi passés d'une idéologie californienne, une fusion entre contre-culture et néolibéralisme de l'entrepreneuriat de la baie de San Francisco et de la Silicon Valley, telle que décrite par Barbrook et Cameron dans les années 90, à ce que Fred Turner a récemment décrit sous le terme d'idéologie texane, avec la migration de plusieurs entreprises de la tech vers le Texas, dont Tesla, et une mutation idéologique loin des idéaux hippies des années 70 et 80, qui est ainsi en train de s'implanter dans la Bible Belt, avec des éléments non plus New Age, mais des éléments véritablement religieux, une néo-idéologie qui est basée non plus sur l'interaction sociale, mais sur l'extraction et l'extraction de données et de capitaux. Et pour terminer sur une note un petit peu plus optimiste, je laisse ici le dernier mot à Howard Ringgold qui, en 1993, nous laissait entrevoir un petit peu d'espoir encore. Armed with knowledge, guided by clear human-centered vision, governed by commitment to civil discourse, we, the citizens, hold the key levers at a pivotal time. What happens next is largely up to us. Merci beaucoup de votre attention et j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Merci. Parce qu'on va rester ici. Oui, on sort. Merci infiniment, Julie. C'était très, très, très intéressant. Une très belle articulation avec ce qu'on avait entendu précédemment de la Paris. Alors, j'ai une première question à poser. Alors, voilà. J'essaie de venir sur Teams. Alors, Voilà. ici, Merci. arrêter de partage. Et ça devrait marcher. Moi, j'ai pas mal de questions. Il faut que je retrouve ce que j'ai noté. Mais en particulier, donc moi, c'est une question que je me pose pour toutes les deux. C'est la question. Alors, quel espace de contestation? La question de contestation, à chaque fois, je veux dire, se poser alors en filigrane pour toi, Alice, et puis toi, de manière beaucoup plus explicite. Mais alors, Alice, par exemple, est-ce qu'il y avait au sein de cette politique éditoriale ou ces stratégies de Condé Nast, est-ce qu'on peut repérer quand même des moments de comment dire, de contestation d'une forme d'idéologie ou de préjugés, de code, ou est-ce qu'on est systématiquement dans une sorte de pur cynisme commercial qui vise à gagner des parts de marché? Donc voilà, est-ce qu'on peut noter des périodes où il y aurait une pensée plus progressiste, plus avant-gardiste, ou bien est-ce que la production se réduit ou se décline vraiment en termes d'enjeux économiques? Et puis pour Julie, la question que je me pose, c'est donc en effet, il y a cette utopie qui est mise en avant de comment dire, du do it yourself, du self-help. Alors tu utilises ces deux expressions au départ qui sont intéressantes parce que c'est vrai que do it yourself, il y a cette dimension d'autogestion et plus à gauche, et puis self-help, il y a quelque chose de l'ordre de l'individualisme plus. Mais finalement, l'anarchisme, c'est un petit peu ça. Il y a l'anarcho-capitalisme et puis il y a l'anarchisme de gauche. Donc il y a toujours cette tension. Mais est-ce que dans ces communautés prétendument contestatrices, est-ce qu'on peut identifier une nouvelle forme de pouvoir au-delà de cette contestation?
Est-ce que, voilà, donc qui est-ce qui détient le pouvoir au-delà de cette apparence de tous à égalité, parce que tout le monde parle librement, parce qu'on est affranchi d'un État surpuissant. Donc, voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Si tu veux. Bah d'accord, c'est c'est une très bonne question, Stéphane. Et bien sûr, on a comme ça l'impression qu'il y a des périodes où il y aurait plus de résistance ou moins de résistance. Mais moi, ma réponse, enfin, qui vient vraiment du feuilletage, quoi, des magazines, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très propre à la presse, c'est qu'en fait, il y a de tout à tous les moments. Et enfin, voilà, c'est pour ça que la presse, elle est, on dit, miscellaneous. Enfin, c'est hétérogène, c'est collaboratif, il y a plein de voix qui s'expriment. Peut-être pas tout le temps, mais il y a des moments effectivement où c'est plus marqué, mais voilà, c'est riche en contenu. Et aussi, c'est des périodiques donc, qui paraissent à intervalles réguliers. Donc, il y a en fait tout le temps un peu des voix contradictoires qui peuvent aussi porter des discours qui ne sont pas du tout ceux qui sont officiellement, ou ceux qui ressortent le plus, ou ceux qui seraient officiellement ceux du magazine. Mais c'est aussi pour ça que je m'intéresse au temps plus long. C'est que, en fait, en hiérarchisant les contenus, en sélectionnant toujours les mêmes photos pour être publiées, etc., bah, ces discours, ils sont un petit peu effacés. Et c'est aussi pour moi la question, ça renvoie à la question de la critique, quoi, et du rapport, en l'occurrence souvent des femmes, avec ces médias. Est-ce qu'on reçoit ces messages passivement et donc est-ce qu'on reçoit ce message global qui émerge à travers le temps ou est-ce qu'on va recevoir plutôt c'est quand même plutôt les années 90, des bouts de ces messages qu'on va négocier et auxquels on peut éventuellement résister. Ça dépend aussi des moments où on regarde les magazines comme objet historique. Et du coup, c'est vrai que j'avais aussi un peu une question pour toi, Julie, autour de cette idée de résistance, quoi, qui dans les années 70 émerge aussi dans la recherche et dans la contre-culture. Et voilà, ce rapport à cet espace de liberté comme nécessairement un espace de résistance, c'est vrai que ça m'a questionné. Et moi, ça m'a aussi questionné par rapport, voilà, par rapport à cette période ouais, et cette période de révolution sociale et féministe aussi. Comment est-ce que visuellement ça s'est concrétisé dans les pages du magazine? Même en termes de mise en forme, est-ce qu'il y a eu ce côté do it yourself qui est plus apparu? Est-ce que il y a eu de nouvelles, voilà, une nouvelle mise en page ou voilà, des visuels qui ont évolué C'est une question très intéressante puisque je m'étais vraiment penchée là-dessus dans ma thèse et textuellement, c'est très présent avec des vrais articles de fond sur les mouvements sociaux, sur les initiatives législatives, etc. Donc il y a des vrais articles de fond. Visuellement, c'est très peu présent. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'il y a une hiérarchisation des productions. Et je pensais aussi à ça par rapport au do-it-yourself, le fait qu'il y a un certain nombre d'ouvrages pratiques qui invitent à faire ses propres vêtements, voilà, à façonner son univers. Mais c'est pas ça dont on se rappelle. On se rappelle. Et donc la hiérarchisation, elle joue vraiment. On se rappelle de toutes les couvertures que tu nous montrais, de faire ça, ouais, ça robe ou même jardiner, en fait, on rentre dans cette logique-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges. Ouais, et donc, pour rebondir sur ce que tu me demandais, Stéphane, oui, c'est la tension en fait qu'on retrouve tout le long. Cette tension de on va faire communauté, on invente une nouvelle forme de vivre ensemble quelque part, mais malgré tout, c'est l'individu on reste malgré tout dans cette logique individualiste du self-made man d'une certaine manière ou voilà, d'augmentation aussi. Ça, c'est un terme qu'on retrouve assez tôt. Euh, et ça va passer par le fait de savoir se débrouiller et d'être autonome. Donc, il y a toujours cette tension entre individuel et collectif qui est bien présente et cette idée d'empowerment, de se réaliser donc à travers des créations qui mais donc l'exemple du catalogue de Brand, c'est vraiment voilà, cette recherche d'autonomie et de prise de pouvoir parce qu'on est capable de vivre seul au milieu des bois, je caricature un petit peu. Ce do-it-yourself, il devient petit à petit technologique parce que contrairement à ce qu'on pouvait croire, à savoir que
ces membres de la contre-culture rejetaient la technologie, rejetaient toutes ces créations militaires. Eh bien, au contraire, ils vont s'en servir pour mieux vivre d'une certaine manière. Et même si on prend l'exemple du Free Speech Movement de Berkeley en 1964, même dans les groupes contestataires étudiants, un des étudiants d'alors que j'ai interviewé, qui s'appelle Lee Farshenstein et qui est aussi à l'origine d'une des premières communautés semi-virtuelles dans les années 70. Lui, il va créer une radio de toutes pièces pour ses étudiants contestataires et il me dit, eh bien, enfin, j'ai compris que voilà, j'étais un ingénieur et donc j'étais une personne radicale. C'est vraiment l'outil, la création d'un outil, en l'occurrence une radio, qui va permettre d'aider le mouvement aussi à se coordonner et à mettre en place cette contestation sur le campus. Donc il y a cette prise de conscience qui est là à la fois au niveau individuel et l'utilisation de la technologie va aussi permettre de mieux solidifier les communautés. D'accord. C'est ça qu'on pense quand tu parles d'ingénieur, là on pense tout de suite au titre des ingénieurs du chaos, d'Aaron Pauly, qui Oui. fait le lien entre le populisme et puis ces nouvelles technologies et Internet. Oui. Donc, nouvelle forme de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? L'histoire que vous nous racontez, Julie, est une histoire triste. C'est l'histoire de la dissolution, de la disparition des idéaux des années 60-70, sous les coups de boutoir de la technologie néolibérale, l'arrivée d'Internet, des fake news. Et il y a une étape supplémentaire que vous n'avez pas mentionnée, mais que nous côtoyons tous les jours, c'est l'ajout de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la photographie de l'inauguration de Trump comparée à celle d'Obama, très bien, le premier réflexe serait de douter de la véracité de la photographie. Donc on est tombé dans un puissant fond sur les questions de vérité et mensonge, qui est proprement vertigineux. En fait, vos deux présentations, c'est les deux versants d'une même pièce. C'est-à-dire que la présentation, vous vous situez du côté de l'Empire, le discours de l'Empire, la définition de l'Empire, et vous avez pris l'autre versant, c'est-à-dire la résistance. Et j'avais même une question à propos de votre présentation sur Condé Nast que Stéphane a faite, c'est-à-dire en effet, quid de la résistance. Tout empire contient en lui-même les germes de sa dissolution. Quels sont-ils? Qu'en est-il, par exemple, de la réception, de la diffusion, de la réception de ces magazines, notamment? J'ai noté qu'il y avait deux ouvrages rédigés sur les femmes qui faisaient, un Women Reading et l'autre, c'était, comment ça s'appelait? Women in Magazine. C'est intéressant et ça permettrait, disons, d'offrir un regard sur la manière dont ces magazines sont consommés et sont lus. Or, votre table des matières, elle est principalement centrée sur Condé Nast. Sur la production. On ne sait pas très bien ce qui se passe une fois que Condé Nast a balancé ses productions dans l'espace public. On ne sait pas spécifiquement sur Condé Nast. C'est des études qui sont sur d'autres magazines, en effet. Moi, j'avais dans ma thèse un chapitre sur la réception, ce grand point aveugle de l'histoire culturelle qui pose toute une série de questions aux historiens, aux historiennes. Mais ceci dit, c'est vrai que comme vous, je vois une forme de continuité historique, et notamment via ta question, Stéphane, sur le DIY, et aussi ce moment, parce que, en fait, de fait, il y a quand même un appareil de production qui est quand même extrêmement lourd pour faire des magazines de ce type-là, en tout cas, mais même pour faire des magazines, pour imprimer de la presse. Et voilà, et on dit qu'à partir du moment où il y a une photocopieuse, ça change aussi les rapports de force. Donc il y a la question de la réception qui est compliquée à
à mesurer, mais il y a aussi donc la question, même au sein de la production, quoi, de la résistance. Et effectivement, les mouvements contre-culturels s'emparent des formes médiatiques et font leurs propres médias, en fait, en réalité. Donc, il y a effectivement un petit moment. Alors, c'est sûr que ça ne va pas dans le sens d'une histoire tellement plus joyeuse si effectivement on passe par une sorte de moment de résistance au niveau de la production. Et en fait, je fais une parenthèse, mais je sais qu'à un moment, je ne sais pas à quel moment, mais Wired était un magazine du groupe Condé Nast. Oui. Donc, effectivement, il y a une continuité historique. Après, on peut aussi finir sur une note plus joyeuse en disant que tout n'est pas fini, quoi. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, non, c'est la... et voilà, ce passage, ce transfert de relais qui ne s'est pas fait ou qui s'est arrêté à un moment donné, qui s'est vu rattrapé par ces logiques capitalistes qui étaient là hein, dès le départ aussi, mais qui étaient un petit peu étouffées parce qu'il y avait enfin, cet idéal qui continue de perdurer. On regarde Meta, on regarde Facebook, au tout départ, c'est aussi cet idéal de connecter les gens, de créer un monde meilleur parce qu'on va tous être interconnectés. Voilà, le résultat est là, même en termes de modération, ils ont un petit peu laissé tout ça de côté pour être bien reçus à la Maison Blanche derrière. Donc il y a tout ce rattrapage de politique capitaliste qui est là et cette migration vers le Texas qui est aussi assez intéressante. Donc, la Silicon Valley se porte plutôt bien de toute façon à voir ce que la bulle intelligence artificielle va donner en termes d'économie dans les prochains mois, parce que tous les indicateurs, tous les spécialistes ne sont pas optimistes par rapport à cette bulle qui devrait éclater. Mais voilà, des figures comme Musk, qui lui aussi se présentait comme un libertarien, enfin, il a complètement viré vers le libertarianisme de droite, voire d'extrême droite, même si, non, bien sûr, dans le libertarianisme, il y a cette volonté de ne pas pencher d'un côté ou de l'autre, mais rien que cette migration de Tesla vers le Texas est encore un exemple de cette bascule qui a lieu depuis plusieurs années et encore plus depuis quelques mois, avec bien sûr ces risques en termes de faits alternatifs, de vérités modifiées, d'incapacité de pouvoir distinguer le vrai du faux qui s'accroît avec l'intelligence artificielle. Je vais juste peut-être une chose à vous voulez dire, ou deux choses. Il y a d'abord cette question du germe, est-ce qu'il n'y a pas finalement, ce que tu disais à un moment, cette désincarnation, il y a finalement, on a l'impression, une sorte de retour du corps sous la forme du capitalisme, dans la soif de profit, un peu ce qui était honni et rejeté, finalement, l'industrie, la cyberindustrie revient et embrasse complètement le système capitaliste. Donc voilà. Et puis l'autre chose et puis l'autre chose aussi, c'est cette question de cette tension qu'on établit entre le avant et le après, où il y avait auparavant une critique, une contestation du système, mais finalement qui dégénère en une sorte de scepticisme généralisé par rapport à tout, ou de cynisme. Hein. Donc voilà, il y a c'est une sorte d'évolution, une folie, hein, alors qu'il y avait des intentions les meilleures, et puis finalement on arrive à une forme de négation complète des idéaux premiers, une forme de dialectique sans être hegelien, mais oui, Antonia, tu avais une question. Non, je me demandais dans les deux cas, l'aspect un peu, comme je disais tout à l'heure, de l'avènement du consumisme. Je pense, du point de vue des cérébrus, le prix de ces magazines comporte aussi une certaine réception. Et donc, cela va jouer aussi sur
comment la circulation peut avoir un impact sur le message qui peut être plutôt contre-culture, mais bien être reçu peut-être d'une autre façon. Je me demandais ça. Et donc, je me demandais aussi si dans les mouvements qu'on peut analyser, donc si les personnes qui sont interviewées, ils identifient l'origine de la fin de leur mouvement et si c'est vraiment, parce que moi je lisais beaucoup que c'est l'arrivée des logiciels payants, type Microsoft qui a tout tué, voilà, si c'est ça qu'ils disent ou si c'est plus complexe, donc voilà. Ouais. Oui, sur la question du prix, effectivement, c'est un bon prisme pour analyser la réception. Et je sais que je n'ai pas vraiment répondu sur la réception et je sais qu'il faut que je réponde pour moi, hein. De toute façon, il va falloir que je réponde à un moment. Mais ceci dit, ça fait aussi écho dans le sens où Vogue, Vogue, typiquement, c'est un magazine qui est cher. C'est un magazine qui est beaucoup plus cher que ses compétiteurs. Que les magazines dits plus grand public. C'est un magazine qui circule, qui ne vend pas beaucoup d'exemplaires. Mais c'est un magazine, vous savez comment on fait? On multiplie par 2,5 typiquement le nombre d'exemplaires en circulation pour estimer le lectorat. Et par exemple, pour Vogue, ils font x10. Donc, on considère que c'est un magazine qui circule enfin, un exemplaire circule auprès de 10 personnes. Ce qui est aussi, et c'est aussi pour ça que je parlais de comment on porte un regard sur les personnes qui lisaient à l'époque, parce que effectivement, avoir une pratique de lecture qui est quand même plus proche du braconnage, c'est aussi, enfin, possible si on n'est pas abonné, si on n'a pas acheté le magazine, si on ne lit pas tous les numéros religieusement. Et du coup, ouais, en termes de s'emparer des pratiques, des médias, des discours, je ne sais pas, peut-être que ça résonne, ou peut-être pas du tout. Oui, ouais, après, enfin voilà, là, pour revenir à ce que tu disais aussi, dès le départ, il y a cette idée de commercialisation qui est présente, hein. Microsoft voit le jour en 1975. Bill Gates et Paul Allen assistent aussi à ces rendez-vous du Hamburg Computer Club et dès le départ, Gates dit ah non mais moi le code, mon code je le vends, je vais pas le donner quoi. Et donc là c'était le contraste avec Apple à l'époque, hein, où Apple Wozniak était vu dans cette logique, hein, contre-culturelle de on partage les codes, on partage l'information. Et c'est ce qui est aussi à l'origine du web, hein. Tim Berners-Lee en 89, il est dans cette logique de partage de l'info. Et quand il crée le web au CERN, les codes, il les donne à tout le monde, quoi. Donc, ces pionniers, ils sont toujours là. Il y a encore quelques organisations qui sont restées dans cet esprit, heureusement. Mais voilà, cette commercialisation des logiciels, elle vient quand même très vite. Et de toute façon, commercialisation des ordinateurs aussi, hein. IBM, hein, qui était déjà là, eux, ils cherchaient à vendre, ils cherchaient pas à offrir leurs ordinateurs de toute façon. Donc, il y a cet esprit militaire, capitaliste, qui est bien implanté dans la Silicon Valley. Et puis, cet apport de la contre-culture euh, avec voilà, cette logique de partage. Et donc, oui, je me rappelle, je me souviens de la suite de ta question. Donc, John Gilmore, que j'ai interviewé, lui, il est resté à fond dans cette logique libertarienne. Il faisait partie d'une compagnie qu'on ne connaît pas ici, Sun Microsystems, enfin, qui était très connue à une époque. Voilà, il a gagné beaucoup d'argent grâce à ça parce qu'il faisait partie des premiers employés. Et maintenant, voilà, il est aussi cofondateur de l'Electronic Frontier Foundation. Donc, il reste dans cette logique-là. Et quand je l'avais questionné sur les fake news et tout ça, il me disait, mais ça c'est normal, ça a toujours existé avec n'importe quel média et ça existera toujours et il faut laisser les fake news se promener chez vous. Mais du coup, est-ce que vous soutenez, comment est-ce qu'on lutte face à ça? Quid de l'éducation aux médias et à l'information? Et ça, oui, ça bien sûr, je suis tout à fait pour. Il faut éduquer les gens à distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux, mais il faut laisser circuler les fake news. Alors, on a commencé un petit peu tard, donc on a encore le temps pour quelques questions. Oui, Etchem. Je peux attendre s'il y a d'autres questions dans la salle. Non, apparemment pas, pour le moment. Enfin, j'imagine que oui. D'accord.
Ben, merci beaucoup pour ces deux interventions très intéressantes. J'aurais deux remarques pour chacun de vous. Bon, d'abord pour Julie, parce que je vais un peu ajouter à ce que dit Stéphane sur comment les idées de base qui parlent de liberté devient paradoxalement autoritaire finalement. Donc, toute ta présentation m'a fait penser aux crypto-monnaies. Oui. Et parce que quand on parle de l'utopie techno, voilà, c'est vraiment l'origine des crypto-monnaies. Et donc, je me suis dit d'abord, est-ce que tu as interviewé dans des travaux, est-ce que tu as rencontré des hackers, que je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est ces gens qui bossent sur ce domaine. Et après, oui, ça m'a fait penser à plusieurs choses parce qu'en fait, je sais que, par exemple, le fondateur de Bitcoin qu'on ne connaît pas, peut-être que tu le connais, je ne sais pas, mais en fait, finalement, de tenir jusqu'à un moment qui est de tenir une part de la crypto-monnaie lui-même, de façon à lui donner un pouvoir comment dire, un pouvoir sur la valeur de la crypto-monnaie qui est en fait totalement, qui montre quand même comment on arrive d'une liberté à un monopole, disons. Et ça m'a fait aussi penser à ce que vous avez dit sur l'individu et société. Ça m'a fait penser aussi au, à la théorie régulationniste française qui ont très bien critiqué tous ces crypto-monnaies dont le but était vraiment de faire une monnaie apolitique. Et la théorie régulationniste critique tous ces utopistes parce qu'ils disent que finalement, ils n'ont rien compris à l'argent parce que l'argent lui-même est politique et l'outil de l'État de base. Donc, en fait, ça m'a fait aussi penser à tout ça parce qu'en fait, on voit très bien que c'est, comment dire, il y a des tensions de perspective d'un côté individuel et d'un autre côté social, holiste, qui n'étaient pas peut-être très bien compris par, bon, je ne sais pas, par ces utopistes. Mais et donc, maintenant, j'ai une autre question, remarque plutôt une remarque pour Alice. En fait, pendant ta présentation, j'ai beaucoup pensé à Veblen, à Thorstein Veblen, ces penseurs qui finalement théorisaient ce que faisait, comment dire, théoriser ces cultures de consommation avec le style de vie, avec le conspicuous consumption qui a été créé en fait, qui a été créé, facilité par Condé Nast, Condé Nast, pardon. Donc après, j'ai pas d'autres remarques à faire, mais je me suis dit, est-ce que tu parles un peu de ça dans le, je sais pas, est-ce que tu as d'autres indices parce que ça tombe vraiment dans la bonne période. Veblen était très actif dans les années 1920, etc. Et voilà. Et donc, ce sont mes remarques. Je vous laisse la parole. Donc, merci pour ta question. Alors, les crypto-monnaies, je ne me suis pas penchée dessus en détail, donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais on est aussi là dans cette idée d'une création d'une communauté à part en dehors de la société mainstream, donc avec cette idée voilà, de créer une monnaie à part. Donc on est aussi en plein dans cette logique libertarienne où on cherche à échapper à la mainmise de l'État. Donc ça rentre aussi dans cette logique, ça c'est certain. Mais après, non, j'ai pas interviewé. Alors, je pense que Gilmore est aussi dans les crypto-monnaies, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui ou avec d'autres parce que je ne me suis pas vraiment penchée sur cette question-là. Mais oui, en tout cas, c'est un prolongement de cette idée de cyberespace alternatif avec sa monnaie alternative. Et pour moi, merci beaucoup. Effectivement, les grands sociologues de la mode, dont Veblen, disons que c'est presque le point de départ, quoi. Et c'est pour ça aussi que je pense que
mon apport, il ne se situe pas nécessairement au niveau de l'idéologie. Je pense que c'est très bien montré, c'est très bien démontré. Effectivement, ça reste 100 ans après tout à fait convaincant. Mais c'est pour ça que je pense que dans la manière dont ça interagit avec la vie des gens, et peut-être que du coup, je peux revoir ça plus au prisme de la réception, quoi, vraiment au prisme de effectivement donc pas seulement comment c'est envoyé, mais comment c'est reçu, même si, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais pour moi, c'était aussi cette idée-là, quoi, que ça va dans la vie de tous les jours, que ces magazines, ils interagissent avec les lecteurs, lectrices dans leur vie de tous les jours. Euh, et c'est vrai que toute cette conversation qu'on a depuis tout à l'heure, ça me fait aussi penser à ces visions historiques un peu longues, quoi, qu'on développe, et comment, effectivement, à certains moments, on peut dire, ah oui, j'ai l'impression que c'est ça dont on parle, quoi. Ah oui, ça, c'était en fait très hégémonique, ou en fait beaucoup moins hégémonique. Et donc, voilà, prendre en compte aussi notre contexte de réception aujourd'hui de ces images et de ces idéologies, et dire, mais en fait, historiquement, les résistances, elles ont toujours existé, les impulsions consuméristes, elles ont toujours existé, et ça a toujours été négocié dans un temps un peu long. Donc, Des contestations qui finissent toujours par se mettre en place. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on peut poursuivre. On s'arrête juste après. Mais et pour tous ceux qui seront présents pour nous accompagner. Donc, je tourne délicatement le PC. Hein. Et donc, vous remercier beaucoup pour vos deux présentations. Nice round of applause. Donc, eh bien, nous nous retrouvons.